Nous passons à présent à l'intervention de Mathilde Moreau. Merci Mathilde d'être venue. Nous avons fait notre master 2 ensemble. C'est un plaisir que tu puisses intervenir sur le sujet suivant. Le concept de liberté politique dans la Suisse du XVIIIe siècle, une quatrième révolution de la liberté. Je précise que tu fais une thèse intitulée donc Dialogue entre France et Suisse en droit constitutionnel sous la direction de Julien Boudon et de Denis Allon. Merci Yvan. Il est d'usage en doctrine de présenter l'histoire du concept de la liberté politique à travers les trois révolutions, la révolution anglaise, la révolution américaine et la révolution française. Nul doute que ces événements ont contribué par la richesse des débats qui ont été développés à l'intelligibilité du concept de liberté. Mais le prestige dont jouissent ces trois grandes révolutions de la liberté auprès de l'historiographie moderne est, disons-le d'emblée, un privilège de l'exception. Certes, ces trois événements sont uniques en leur genre, mais l'éclat dont ils sont auréolés, parfois à tort par la doctrine, masque les contributions non moins significatives de certaines nations au grand débat public sur la liberté politique. Excusez-moi, pardonnez-moi, c'est mon infirmité, je suis un peu dur d'oreille maintenant. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Oui. Pas mieux articuler, Oui. vous articulez très bien, mais... Je vais monter le volume si vous voulez. Donc ces trois événements, qui sont certes uniques en leur genre, sont toutefois auréolés d'un certain éclat, parfois à tort par la doctrine, et cet éclat masque bien souvent les contributions non moins significatives de certaines nations au concept de liberté politique. Tel est, je crois, le cas de la nation helvétique, dont la République fut longtemps oubliée des spécialistes de la Révolution française. Rappelons au préalable que la Suisse a joué un rôle non négligeable dans l'histoire des idées politiques. On citera par exemple le rôle du calvinisme ou encore les contributions des théoriciens du droit naturel au concept de liberté. Il faut également rappeler que la Suisse fut considérée à l'époque des Lumières comme le berceau des libertés européennes, qui illustre parfaitement d'ailleurs l'exclamation voltairienne « Liberté, liberté, ton trône est enseigné ». Les descriptions élogieuses des encyclopédistes, au premier chef celle de d'Alembert ou encore du chevalier de Jaucourt, ont attiré les regards du monde entier sur la liberté helvétique. Une liberté qui se veut combative pour être gagnée au fil de l'épée, de la plume et de la parole. Au XVIIIe siècle, l'espace public helvétique a été une source d'inspiration profonde pour toute cette génération avide de liberté. Une école de la liberté, diraient certains, dont sont sortis les plus grands orateurs de la Révolution française. L'on pensera notamment ici à Mirabeau et à son célèbre atelier constitutionnel genevois. Les développements philosophico-juridiques de la liberté qui ont cours au début du siècle au sein de la cité éclairée et sur lesquels je consacrerai aujourd'hui l'ensemble de mes propos, ces développements à Genève opèrent une véritable révolution de la liberté, je dirais même une double révolution de la liberté. Une révolution qui se veut à la fois linguistique et une révolution également juridique de la liberté. C'est à Genève, en effet, que furent développées pour la première fois, en confrontation directe, ces deux linguistiques de la liberté républicaine et la liberté libérale. Une révolution juridique également, puisque la révolution genevoise, qui s'étend de 1789 à 1794, dépasse les antagonismes entre républicanisme et libéralisme, en réunissant notamment dans son texte constitutionnel ces deux linguistiques de la liberté. Donc je me propose aujourd'hui de voir d'une part cette révolution linguistique et d'autre part cette révolution juridique de la liberté politique. L'on connaît bien sûr les contributions de Jean Barbeyrac, de Jean-Jacques Lurlamaqui ou encore Aimère de Vattel à la constitution d'un langage politique de la liberté. Mais l'on connaît en revanche assez peu les sources qui ont inspiré ces théoriciens du droit naturel. Plus que des fondateurs de la liberté en Europe, les théoriciens du droit naturel ont été des vulgarisateurs de talent d'un langage politique que je dirais proprement genevois. Ils ont su tirer, avec un certain maniement de la langue française, les enseignements linguistiques hérités du dialogue constitutionnel genevois qui a cours au XVIIIe siècle entre bourgeois et citoyens.
Les joutes oratoires qui ont lieu entre ces deux ordres dominants de la société genevoise ont abouti à la rédaction d'innombrables ouvrages, pamphlets ou autres écrits en tout genre, dont l'étude fournit un matériel suffisant pour prouver que Genève apporte une contribution significative à cette linguistique de la liberté. Ce langage, entretenu au cours de 3 célèbres affaires, celle des billets ou de la ballotte de 1707, celle des fortifications de 1717 et celle des impôts de 1734, sur lesquels je ne reviendrai que peu sur les faits, mais je m'attacherai à la teneur, bien sûr, des propos qui ont été développés. Ce langage, donc, entretenu entre bourgeois et citoyens, révèle pour la première fois les 2 variantes linguistiques de la liberté. 2 variantes linguistiques de la liberté que l'on pourrait schématiquement réduire aux 2 équations suivantes. La première, celle défendue par la bourgeoisie, ou ce qu'on appellera plus communément la généralité du peuple, et plus tard qui sera entretenue par les tenants du républicanisme, peut se réduire à la mathématique linguistique suivante. Liberté égale souveraineté, égale puissance suprême, égale loi, égale démocratie. La deuxième, entretenue par les citoyens, que l'on appelle plus communément à Genève au XVIIIe siècle le patriarcat, peut également être réduite dans l'expression suivante. Liberté égale souveraineté, égale puissance limitée, égale constitution, égale régime représentatif. L'on voit dans ces 2 variantes linguistiques de la liberté un dénominateur commun. Le concept de liberté équivaut au concept de souveraineté. Autant dire que le concept de liberté politique, dans sa compréhension, est dépendant des visions d'ensemble de la théorie générale de l'État. Il faut donc, pour déterminer cette liberté politique, s'attacher d'abord à la linguistique du concept de souveraineté, défendu tant par la bourgeoisie que par le patriarcat. Pour les tenants de la bourgeoisie, Facio, Léger et Michely-Ducrest en tête, il ne fait aucun doute que la liberté est consubstantielle à la souveraineté, puisqu'il s'agit, d'après eux, d'une liberté dont l'homme bénéficie au titre d'un droit naturel. La liberté, écrit ainsi Antoine Léger, c'est le droit qui, dans un État, rend souverain ceux qui en jouissent, qui empêche que rien ne se fasse sans le consentement de ceux qui sont en possession de ce droit. Un peuple libre, c'est donc celui qui a le pouvoir de rejeter ou d'approuver, de consentir ou de s'opposer aux changements que l'on veut faire, aux lois que l'on veut établir ou abroger. Et c'est là un droit que la nature a donné aux hommes. Tous les écrits bourgeois font état de ce rapport de synonymie entre liberté et souveraineté. On trouve d'ailleurs bien souvent, et dès le début de ces écrits, les expressions suivantes. Nous sommes nés libres et souverains. Le peuple de Genève est libre et souverain. Le mémoire de Marc Révillot, qui est l'un des tenants de la bourgeoisie, est le plus explicite en la matière, je vous cite ce mémoire. C'est aussi une marque de souveraineté et de liberté dans un peuple, car ces 2 termes doivent être synonymes. Partant de ce constat que la liberté est un synonyme de la souveraineté, reste à déterminer ce que recouvre, dans ce jargon républicain, le concept de souveraineté. Dans la rhétorique bourgeoise, la souveraineté recouvre essentiellement son acception bodinienne. On trouve dans tous les écrits du parti bourgeois ses principaux caractères, mais encore la matérialisation juridique de son essence à travers l'expression législative. J'ai déjà évoqué le trait à propos des lettres anonymes d'Antoine Léger. Je n'y reviendrai donc pas sur ce concept de loi. Conformément au vocable bodinien, la souveraineté est définie comme la puissance perpétuelle et absolue de la République genevoise. Le souverain est délié de toutes lois humaines, aucune loi, écrit Pierre Facio, ne peut lier le souverain, rien n'empêche que le peuple ne les revoque ou ne les change toutes les fois qu'il le jugera à propos. La souveraineté est également un droit perpétuel, selon Marc Révillot, qui se transmet de père aux enfants. Absolue et perpétuelle, la souveraineté est également une et indivisible. Il ne peut y avoir 2 souverains dans un même État, précise Marc Révillot, car c'est un droit indivisible. En conséquence, la souveraineté ne saurait être partagée entre les divers ordres de la République genevoise. Elle appartient exclusivement au Conseil général, qui en dispose seul de l'exercice. Le réquisitoire à l'encontre du patriarcat est donc explicite.
la souveraineté ne saurait se concevoir en dehors de tout exercice direct. Avoir l'exercice de la souveraine autorité, affirme Révillot, c'est unum et idem. La linguistique bourgeoise, et on le voit malgré cet exposé sommaire, cette linguistique est tenue par le langage du républicanisme, langage simpliste qui gravite autour de l'expression absolutiste de la souveraineté. Chez les tenants du patriarcat, la linguistique appartient davantage à un registre plus soutenu, le discours y est plus modéré et la rhétorique plus affinée. Il faut dire que les patriciens bénéficient d'un soutien linguistique de taille à travers la figure illustre d'un certain Jean-Jacques Burlamaqui. Jean-Jacques Burlamaqui fit notamment partie de la commission chargée de rédiger le mémoire en défense du patriarcat contre les revendications bourgeoises du 4 mars 1734. Il n'est donc pas anodin de retrouver dans le discours du patriarcat les principales thèses qui seront défendues quelques années plus tard dans les principes du droit politique de Jean-Jacques Burlamaqui. La souveraineté, consubstantielle à l'idée de liberté, est définie par le patriarcat, et on trouve la formule notamment plus tard dans les principes du droit politique. Cette souveraineté est définie comme un assemblage de divers droits, parmi lesquels figurent, d'après Jean-Robert Chouet, qui est l'un des tenants du patriarcat, elle regroupe le pouvoir législatif, ou celui de faire les lois, le droit de la guerre et de la paix, celui de battre monnaie, de faire grâce aux criminels, de lever les deniers ou mettre des impôts sur le peuple. Ces divers droits de la souveraineté sont répartis, d'après le patriarcat, par les édits politiques de 1543 et 1568 entre les différents ordres de la République genevoise. Partage des droits qui, dans l'esprit des patriciens, est destiné à assurer la liberté des individus. Il se fait, écrit Burlamaqui, une espèce de partage des droits de la souveraineté par un contrat ou une stipulation réciproque qui retient chacun de ceux qui ont part à l'autorité souveraine dans les bornes que la loi leur assigne et qui fait ainsi la sûreté de la liberté. La souveraine liberté est ainsi limitée par la constitution de l'État, d'après l'expression retenue de tous les écrits du patriarcat. La loi fondamentale de l'État confère donc à chaque ordre un pouvoir relatif, l'un des droits de la souveraineté, et en réglemente son exercice. Limitée par le principe du partage, cette souveraineté n'en reste pas moins indivisible. Elle se trouve dans chacun des ordres de la République, et c'est la réunion de ces ordres dans la Constitution qui forme le souverain, de sorte que l'on peut affirmer que la souveraine liberté est dans la Constitution. La souveraineté entière, affirme Jacob de Chapeau-Rouge, parvient au corps entier de la République, et il en revient à chacun des ordres de l'État un surcroît de pouvoir relatif et analogue. Autrement dit, chaque partie de la souveraineté est déléguée à un organe représentatif, et c'est cette représentation des diverses parties de la souveraineté organisée par le corps des édits qui assure la liberté politique des individus. Pour le patriarcat, la liberté est ainsi assurée par la représentation constitutionnelle, seule la représentation, dont les principes sont clairement établis par la loi fondamentale de l'État, constitue, d'après Jean-Robert Chouet, la forme la plus parfaite et la plus sûre pour la liberté des individus. L'acception patricienne de la souveraineté confère donc une signification plus complexe, mais non moins précise au concept de liberté politique, désormais circonscrit au texte constitutionnel. Cette thématique, qui est propre au constitutionnalisme libéral, s'oppose donc frontalement avec l'idée républicaine de liberté qui, par définition, requiert un pouvoir illimité du peuple souverain. Ces débats genevois, ici vaguement évoqués à travers quelques formulations, illustrent le faux commun de la pensée occidentale qui oppose systématiquement ces deux variantes linguistiques de la liberté. D'un côté, le constitutionnalisme, de l'autre, la démocratie. Loin d'être réductibles à cet antagonisme, ces débats politiques genevois permettent d'isoler les points communs et points de divergence de ces deux théories de la liberté. Et poussées à leur extrême par les révolutionnaires genevois, ces réflexions doctrinales offrent une résolution pacifique au conflit entre républicanisme et libéralisme. En cela, et c'est ce que je vais voir maintenant,
la Révolution genevoise opère une révolution juridique de la liberté politique. On a longtemps soutenu en France que la Révolution genevoise, qui s'étend de 1789 à 1794, n'était qu'une simple copie de la Révolution française. Certains diront que ce n'est qu'une réplique. Une lecture savamment orientée des événements révolutionnaires genevois et du texte constitutionnel de 1794 permettrait de nous ranger derrière cet assentiment général. Il est vrai que la Révolution genevoise eut son Assemblée nationale, son club des Jacobins à travers la Société des Montagnards Sentinelles de la Liberté, ou encore sa Déclaration des droits de l'homme. Pour autant, on ne saurait pleinement adhérer à cette thèse, le modèle, la copie. La Constitution de 1794 est une œuvre typiquement genevoise, beaucoup plus que d'être française. Elle traduit avec subtilité les débats politiques du début du siècle que nous venons de voir. Je ne reviendrai pas bien sûr sur les 271 articles composant cette première Constitution suisse, ni sur la totalité des articles composant sa Déclaration des droits. Je citerai les plus essentiels, ceux qui intéresseront bien sûr le propos sur la liberté politique. D'emblée, le préambule de la Déclaration attire l'attention du lecteur sur l'importance du concept de liberté dans le bien fondé de la République. La Déclaration des droits et devoirs de l'homme social, y dit-on, est consacrée non comme une loi, mais comme contenant le développement des vrais principes de l'égalité et de la liberté qui doivent être les fondements de la Constitution genevoise. La Déclaration réserve un titre entier aux vrais principes de la liberté, dont l'article 16 consacre les positions défendues par la bourgeoisie en faisant de la loi l'un des éléments clés de la liberté. Je lis cet article 16 de la Constitution. La liberté consiste à n'être soumis qu'à la loi, à n'être tenu d'obéir qu'à l'autorité établie par la loi. On serait tenté, avec la lecture de cet article, d'admettre la victoire du courant républicain, mais c'est là sans compter sur la rédaction de son article 9. La loi ne peut être que l'expression libre de la volonté générale, obligatoire pour l'universalité des citoyens et déclarée selon les formes adoptées par la nation. L'emploi de la négation est ici primordial pour le juriste. Il n'est pas dit que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est le cas de la formule française, mais elle ne devient comme telle que dans le respect des formes constitutionnelles. Autrement dit, cette déclaration inscrit d'emblée une limite formelle à la loi. La puissance de la loi ou de la souveraineté est donc limitée, circonscrite aux formes constitutionnelles, et l'on peut ici y voir la transcription de l'une des revendications du patriarcat à travers le concept de souveraineté limitée. Le titre 2 de cette constitution genevoise, consacrée aux souverains, illustre avec plus de force encore la conciliation des revendications bourgeoises et patriciennes. L'article 21 évoque subtilement la transaction constitutionnelle, je vous le cite, « La souveraineté émane essentiellement de la nation ». Les révolutionnaires genevois auraient très bien pu retenir la formule « la souveraineté émane de la nation », expression qui aurait ipso facto exclu tout autre organe que la nation à l'exercice de la souveraineté. En admettant la première formule « la souveraineté émane essentiellement de la nation », la souveraineté est exercée en principe par la nation et par exception par les autres organes constitutionnels. On admet donc ici le principe de l'exercice direct sans pour autant rejeter l'idée même d'une représentation. Les autres articles sont tout aussi révélateurs du compromis entre bourgeois et patriciens. Dès lors qu'il est question de souveraineté, la forme reparaît à chaque instant dans le texte constitutionnel. L'adoption de la loi, acte de souveraineté, est ainsi strictement cantonnée au respect des formes constitutionnelles. L'initiative législative appartient exclusivement à un conseil législatif et la sanction est réservée exclusivement à l'Assemblée souveraine. Le contre-pouvoir du conseil législatif est ici immense, puisque non seulement l'Assemblée ne dispose pas de l'initiative législative, mais encore elle ne peut modifier à son gré les projets émanés du conseil législatif. Il y a là donc un balancement de l'autorité souveraine, ce qui relativise le caractère strictement absolu de la souveraineté. Cette exigence formelle se double en outre
d'une exigence matérielle, puisque le domaine de la loi est précisé dans l'acte constitutionnel. À noter qu'il faudra attendre 1958 pour avoir une telle disposition en France. Pour conclure, je dirais avec la formule de d'Alembert que le gouvernement de Genève a tous les avantages et aucun des inconvénients de la démocratie. À travers sa constitution, la Révolution genevoise opère un savant mélange entre républicanisme et libéralisme, conciliant l'exercice direct de la souveraineté par le peuple avec le principe d'une souveraineté limitée. En cela, elle constitue, il me semble, une véritable révolution juridique de la liberté. Un grand merci Mathilde pour ce brillant exposé. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Arthur. C'est donc mon formation philosophique qui prime, mais j'ai l'impression qu'il y a un auteur qui manque. Rousseau. Rousseau aussi. Alors, Rousseau, justement, a puisé dans ces débats. C'est pour ça que je n'ai pas... En faisant tout cela, j'ai envie de poser la question, puisque Rousseau est suisse, et qu'il est souvent négligé, enfin un français alors qu'il est suisse, et quelle influence sur Rousseau? Une influence énorme, puisque, effectivement, après, il interviendra plus tard dans le conflit à travers les lettres écrites de La Montagne. Et il tire toutes ces théories de ce débat politico-constitutionnel genevois. Certes, il le dit d'une manière beaucoup plus claire et de manière beaucoup plus illustre. Il parle beaucoup mieux, bien sûr, que les bourgeois. Merci. Moi, je vais laisser la main à Jean Lecas qui a une question.